a franchi hier en séance pour la première fois le seuil des 50 000 $. Certains le voient déjà atteindre 100 000 $ avant la fin de l'année. Où est-ce qu'il va? Jusqu'où il peut s'arrêter? Jusqu'où il va s'arrêter? Et jusqu'au ciel, voyons. Jusqu'au ciel. Il a plus de 51 000 $ ce soir, ça continue à grimper. Ça fait plus de 70% de hausse depuis le début du mois de janvier, multiplié par 5 depuis le 1er octobre. Enfin, c'est stratosphérique. Un bitcoin, ce soir, à 51 000 $, ça vaut presque autant qu'un lingot d'or. 1 kilo d'or, ça vaut pratiquement la même chose. Le lingot est à 58 000 $ à peu près. C'est quand même pas mal pour quelque chose qui est totalement immatériel. Pour du vent. Non, c'est pas du vent. Mais qui consomme beaucoup d'énergie. Voilà, oui, voilà. Qui a une empreinte carbone. Il faut miner le bitcoin, parce qu'il faut reproduire les chaînes et ça consomme énormément d'énergie. Ne nous éloignons pas. Non, c'est Ne vrai. nous éloignons pas. Il y aurait un sujet à faire. L'empreinte carbone du bitcoin, c'est vrai, est assez désastreuse. En tout cas, sa capitalisation totale, c'est-à-dire l'argent que les gens ont placé sur le bitcoin, aujourd'hui, c'est autour de 900 milliards de dollars. Dites-vous que c'est à peu près les 2/3 de l'ensemble des crypto-monnaies, presque les 2/3 du CAC 40, quand même. C'est voir à quel point c'est considérable. Alors, effectivement, Jean-Sébastien en a rappelé 2-3 caractéristiques. C'est une crypto-monnaie conçue au départ comme une récompense. Je vous avais expliqué ça la dernière fois. Une récompense qu'on reçoit quand on mine le bitcoin, c'est-à-dire que quand on participe à la blockchain pour valider les transactions. C'est un moyen, si vous voulez. Le bitcoin, en soi, c'est pas une fin. C'est pas conçu véritablement comme une monnaie. Il n'y a pas de banque centrale aussi. Il est aussi, caractéristique importante, il est en quantité limitée. Rappelez-vous, je vous avais expliqué ça. On a 18 millions et demi de bitcoin en circulation. À la fin des fins, il y en aura 21 millions. C'est ce qui fait aujourd'hui clairement sa valeur. Et pourquoi est-ce que le cours du bitcoin il s'envole et est-ce qu'il constitue une menace pour les États? Alors, sur son envol, on est tenté d'y voir simplement de la spéculation. Le bitcoin, en gros, vous savez, ce serait une bulle qui ne serait fondée que sur la croyance que demain, il vaudra plus cher qu'aujourd'hui. Donc, je l'achète à 51 000, c'est pas grave. Demain, dans 3 jours, il en vaudra 75. C'est sûr aussi qu'avec des prévisions à 100 000 $, c'est quand même encourageant. Et quand vous avez des stars comme Elon Musk qui disent « Moi, j'ai acheté du bitcoin », on est tenté de faire comme lui. Mais vous savez, derrière une bulle, c'est pas toujours complètement irrationnel. Regardez la bulle Internet de 2000. La tech, oui, c'était quand même quelque chose. On l'a vu 20 ans, on le voit 20 ans plus tard. Il y a des fondamentaux derrière la bulle du bitcoin. Alors, le fondamental derrière la flambée du bitcoin, c'est l'excès de liquidité. Je veux dire par là que l'an dernier, on en a déjà parlé sur ce plateau, le monde a été inondé d'euros et de dollars dans le but, vous savez, de soutenir les économies face à la pandémie, de soutenir les États qui avaient besoin de financement pour l'urgence. Je vous donne un chiffre. En 2020, la Fed, c'est-à-dire la Réserve fédérale des États-Unis, elle a émis en une seule année, sur 2020, 20% de la masse totale de dollars qui a été mise en circulation depuis la création du dollar en 1785. On a 20% de la masse totale du dollar sur la seule année dernière depuis 1785. C'est ça l'excès de liquidité. Imaginez que l'économie est une éponge. Eh bien, vous avez 2/3 de l'eau que l'on a déversée dessus qui n'a pas été utilisée. 2/3 de tout cet argent n'a pas été utilisé par l'économie réelle. Parce que cet argent, il est allé gorger les marchés financiers. Typiquement, c'est l'Américain qui reçoit son chèque de la part du Trésor des États-Unis, son chèque d'hélicoptère monnaie, et qui va l'utiliser pour acheter des actions d'Apple ou de Tesla, ou pour acheter un petit bout de Bitcoin. Voilà, c'est ça exactement la flambée du Bitcoin. Est-ce que c'est une menace pour les États? Alors ça, c'est une excellente question. Je dirais plutôt que le succès du Bitcoin est surtout l'expression d'une méfiance qui grandit à l'égard du système financier traditionnel. Vous avez aujourd'hui des entreprises, des investisseurs, vous l'avez dit en lancement, qui aujourd'hui achètent du Bitcoin. Exemple Tesla, qu'on a acheté pour 1,5 milliard de dollars la semaine dernière. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, c'est un placement refuge, le Bitcoin. C'est complètement paradoxal. Vous avez un actif qui est extrêmement volatile. Eh bien, des grandes entreprises disent « Mon argent, il est plus en sécurité sur le Bitcoin que si j'achète des actions d'une autre entreprise, etc. etc. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que le Bitcoin est plus sûr, plus fiable, du fait de sa rareté, que des actions, que d'autres monnaies qui sont, par définition, que l'on crée comme ça de manière totalement magique. D'ailleurs, les banques centrales, qu'on dit beaucoup de mal du Bitcoin, il y avait un ancien responsable de la BCE qui s'appelle Benoît Cœuré, il avait dit du Bitcoin il y a 2 ans que c'était une émanation maléfique. C'est quand même bizarre, comme langage dans la bouche d'un banquier central. Elles reconnaissent aujourd'hui, les banques centrales, qu'elles ont pris complètement le Bitcoin de haut, et elles admettent que s'il a autant de succès aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un manque de confiance dans le système financier traditionnel. Donc menace pour
pour les États. Oui, c'est surtout qu'en réalité, les gens ont peut-être un petit peu moins confiance dans le système. Dernière question, Dimitri. Oui. Le Bitcoin, est-ce qu'il peut un jour remplacer l'euro ou le dollar comme moyen de paiement? Oui, alors je dis, c'était l'objectif initial du Bitcoin, c'est-à-dire de remplacer les monnaies fiduciaires traditionnelles, dollars, euros, dans les échanges sur Internet, de manière déconnectée des banques classiques. La vérité, c'est qu'il est quand même assez mal taillé pour ça. Déjà, il n'y en a que 21 millions. Voilà. Donc si vous devez acheter une baguette, imaginez, vous allez payer avec une fraction de Bitcoin, infinitésimale. En plus, une transaction, ça prend beaucoup de temps. Et puis, je le disais aussi, il est quand même extrêmement volatile par rapport au dollar ou à l'euro. C'est pour ça que vous avez par exemple Facebook qui travaille, on avait parlé du Libra, il s'est rebaptisé Diem, ça s'appelle un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie mais extrêmement stable. Et les banques centrales travaillent elles aussi sur ce type de monnaie électronique extrêmement stable. Ceci dit, vous avez quand même de plus en plus d'entreprises qui l'acceptent. Vous avez PayPal par exemple aujourd'hui qui permet d'acheter, vendre en Bitcoin, des entreprises comme Microsoft, comme Western Union aussi, vous savez, pour transférer de l'argent à l'étranger. Bah oui, parce que l'avantage du Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de commission, ça ne passe pas par une banque. Et vous avez aussi des gens comme Jack Dorsey, le patron de Twitter. Il a créé une fondation pour équiper, outiller technologiquement le Bitcoin pour en faire une monnaie d'échange concurrente des monnaies traditionnelles type euro ou dollar. Jacques Dorsey, hein? Jack Dorsey, oui. Merci Dimitri. Éric Zemmour. Non, je suis absolument fasciné. À chaque fois que vous parlez des bitcoins, je suis éberlué. Bon, si j'ai bien compris, en vérité, comme d'habitude, comme on crée beaucoup de monnaie, donc il y a une inflation potentielle, même si elle ne se traduit pas dans la réalité. Mais non, sur les marchés. Et, donc, et sur les marchés. Et l'immobilier, moi j'étais toujours sur l'immobilier aussi. C'est l'inflation. Ouais. L'inflation, la façon d'aujourd'hui. Et en revanche, donc là, c'est une espèce de monnaie de réserve, de monnaie comme l'or. On se dit, bon, on ne sait jamais, si l'euro s'effondre, on aura une autre monnaie. En fait, c'est devenu ça. C'est devenu une espèce de substitut de l'or. Enfin, de concurrent de l'or. Je pense que c'est plutôt perçu comme c'est comme si vous aviez un lingot d'or, en fait. Mais votre lingot, jamais vous en servirez pour payer quoi que ce soit, en fait. Vous l'avez, vous savez que tout le monde reconnaîtra sa valeur quoi qu'il arrive. Et le Bitcoin, aujourd'hui, est considéré... Si jamais les monnaies traditionnelles s'effondrent. Ouais. Est-ce que je peux vous poser une question? Mais bien sûr, mon cher. Si je réfléchis bien, 21 millions, donc il n'y en aura jamais plus. On peut subodorer que des personnes extrêmement riches s'accaparent un maximum de bitcoin, de telle sorte, c'est la fameuse légende des 100 familles, si je puis dire, elles s'accaparent tout le trésor et ensuite ils achètent entre eux ce qu'il y a de plus beau sur la terre. Et par conséquent, eh bien, vous, habituellement, vous pouvez être en concurrence avec, dans une enchère. Là, vous ne pourrez plus être en concurrence parce que ce seront les possesseurs de Bitcoin qui échangeront qu'entre eux. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer ça? Donc une sorte de supracapitalisme. Est-ce possible? Est-ce possible, Dimitri? Théoriquement, c'est possible, mais à ce moment-là, vous créez une autre crypto-monnaie concurrente et vous vous en servez pour payer de la même manière. Faut simplement ça entre en concurrence et que les gens soient complices de ça. Jean-Sébastien Ferjou, votre question? Juste sur la création de monnaie, parce que le parallèle que vous faites, faut pas oublier qu'il y a énormément de destruction monétaire. Quand on perd 10 points de PIB, il y a énormément de destruction monétaire. Et il y a eu énormément de destruction monétaire après la crise de 2008 aux États-Unis. Et on a retrouvé les niveaux, l'économie américaine avait retrouvé ses niveaux de 2008 que 10 ans après. Donc, faut pas s'inquiéter outre mesure de la création de monnaie, parce qu'il y a énormément de destruction monétaire. En revanche, le fait qu'on crée une monnaie différente, ça induit des effets. Mais ce sont quand même deux phénomènes assez différents. Et le Bitcoin, ça pourrait aussi avoir des implications profondément géopolitiques, parce que vous le savez, si vous utilisez le dollar, n'importe quelle entreprise qui utilise le dollar est soumise à l'extraterritorialité du droit américain. Là, maintenant, vous pouvez décider, par exemple, de faire du commerce avec l'Iran ou avec des pays qui seraient sous sanctions américaines, et les États-Unis ne pourront pas vous le reprocher parce que vous n'aurez pas utilisé le dollar. Oui, mais c'est la limitation... Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt du Bitcoin, non, mais ça permet d'échapper à... J'ai compris. Non, mais c'est très intéressant, effectivement. Mais en même temps, c'est limité par ce qu'il a dit lui-même. Mais ce sera réglementé, le Bitcoin, Jean-Sébastien. De toute manière, toutes les banques centrales travaillent dessus. Donc, à un moment ou l'autre... Vous savez qu'il y a la prochaine génération. Quand vous parlez à des investisseurs, maintenant, il y a les tokens. Vous pouvez acheter un appartement, découper votre appartement en token. Enfin, on n'a pas le temps maintenant. Non, pas tout de suite. Ça n'est que le début. Mais je retiens surtout la défiance envers le système classique, et notamment l'histoire aussi. Vous nous aviez raconté une fois contre Wall Street. C'était passionnant aussi. Une certaine défiance envers les systèmes traditionnels financiers.